Okay. Well, welcome everyone. Alors, bienvenue tout le monde. Et il s'agit donc du dernier séminaire dans notre série Résultats et recherche de la recherche et application. Le séminaire aujourd'hui se titre Les plus jeunes victimes de la COVID-19. Je m'appelle Tim Evans et je serai votre modérateur aujourd'hui. Je suis le directeur exécutif du groupe de travail sur l'immunité COVID-19 et je suis également le directeur inaugural et le doyen associé de l'École des populations de la santé mondiale et le vice-principal associé de l'Université McGill. Avant de commencer, on m'a demandé de donner des instructions car nous assurons une traduction simultanée en français et en anglais. Nous aurons une période de questions et de réponses bilingues à la fin. Welcome to face à la COVID-19. Mon nom est Dr. Tim Evans et je serai votre modérateur aujourd'hui. Avant de commencer, on m'a demandé de partager quelques instructions car nous offrons une traduction simultanée en français et nous aurons une période de questions et réponses bilingues. At the bottom of your Zoom screen, you'll see an icon Au of a bas de globe. votre écran, vous verrez donc une icône représentant un globe terrestre. Choisissez Off si vous êtes bilingue et vous voulez seulement entendre le flux en direct. Les participants anglophones, vous devez sélectionner l'option anglais ou English afin d'écouter l'intégrité de l'événement en anglais. La présentation se fera en anglais, mais la période des questions-réponses sera bilingue. Choisissez Off si vous êtes bilingue et que vous souhaitez entendre les discours en direct. Participants francophones, sélectionnez l'option French afin de pouvoir écouter l'événement en français. La présentation sera en anglais, mais la période de questions et réponses sera bilingue. Veuillez sélectionner votre langue préférée maintenant. Please go ahead and select your language preference now. Alors, je vous prie de sélectionner votre langue de préférence maintenant. Okay. Next slide. Prochaine diapo. Alors, d'abord, je voudrais reconnaître le fait que je m'adresse à vous à partir des territoires non cédés des Haudenosaunee et Anishinaabe. Je tiens à remercier les divers peuples autochtones dont la présence marque ce territoire, où les peuples du monde se réunissent maintenant et nous avons le privilège de tenir un séminaire ici même aujourd'hui. Alors, pour vous mettre en contexte sur le mandat du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19, nous avons établi il y a environ 3 ans, en avril 2020, nous avons pour mandat de catalyser, soutenir, financer et harmoniser les connaissances sur l'immunité au SARS-CoV-2 afin d'éclairer les décideurs fédéraux, provinciaux et territoriaux dans leurs efforts pour protéger les Canadiens et limiter les répercussions de la pandémie de la COVID-19. Alors, lors de ces 3 années, nous avons soutenu environ 120 études à travers le Canada qui sont donc distribuées à travers les territoires et les provinces, dont 14 portent exclusivement sur des populations pédiatriques. Nos conférenciers d'aujourd'hui sont des experts en la matière, en ce qui a trait à la population pédiatrique. Nous avons Stephen Friedman, qui est donc de la Fondation Alberta Children's Hospital Foundation, professeur pédiatrie et urgentologie de l'École de médecine Cumming, Université de Calgary. Il est urgentologue pédiatre aussi à l'hôpital pédiatrique de l'Alberta. Bienvenue, Stephen. Et il y a Manish Sadringami, qui est directeur du Vaccine Evaluation Center, donc à l'hôpital BC Children's Hospital Research Institute. Il est donc professeur agrégé
infectiologie, division infectiologie, département de pédiatrie, Université de Colombie-Britannique, médecin responsable clinique vaccination, donc au BC Children's Hospital. Bienvenue, Manish. Et il y a Caroline Quajran, qui est professeure au département de microbiologie, infectologie et immunologie et département de pédiatrie à l'Université de Montréal. Elle est pédiatre, microbiologiste, infectologue au CHU Sainte-Justine, médecin responsable de prévention et contrôle des infections au CHU Sainte-Justine, encore une fois. So, welcome. Bienvenue, Caroline. Jim Kellner est infectologue, pédiatre, professeur pédiatre à l'Université de Calgary. Il est donc directeur du réseau pédiatrique du GTIC. Bienvenue à Jim. Alors, nous savons qu'il y a eu une énorme pic d'infections chez les enfants et les jeunes adultes au Canada à l'émergence d'Omicron. Cette vague nous démontre donc en vert le groupe donc de 0 à 19 ans qui est un peu plus faible que les chiffres absolus pour les gens qui est représenté en orange pour les gens de 20 à 39 ans. On sait que Omicron a été vraiment la vague qui a le plus réparti l'infection à travers le Canada. Et les enfants ont été touchés également. On a aussi associé l'Omicron à un envoi d'enfants et d'adolescents aux urgences au Canada pendant la même période. Mais heureusement, ce ne fut pas un pic des décès lors de la même période. Si on regarde donc le risque d'infection par la COVID-19 et d'hospitalisation et décès par groupe d'âge, et on a pour standard de référence les jeunes des personnes de 18 à 19 ans, on voit que dans ce groupe d'âge, en bas de 18 ans, selon les données du CDC, en février 2023, on répertorie donc moins de cas. Ils étaient moins susceptibles d'être hospitalisés et il y a très peu de preuves, il y a très peu de données sur les décès, en fait. Il y a très peu de décès. Alors maintenant, au docteur Manish Sarangani. Aujourd'hui, je vais vous parler donc des études qu'on a fait sur les enfants en Colombie-Britannique. Et je voudrais reconnaître que je suis sur le territoire donc traditionnel, ancestral, non cédé des peuples salish littoral composés des nations Susquam et Latinoche, ainsi que le peuple Squamish. Et je suis très privilégiée d'être ici sur ces terres. Je suis donc financée par BC Children's Hospital Foundation, aussi par nos projets sont donc financés par tous ces contributeurs. Alors, les objectifs de notre étude portaient sur donc, le sévère sur la prévalence selon l'âge de l'infection par le SRAS-CoV-2 chez les enfants et les jeunes adultes d'après les présences d'anticorps anti-SRAS-CoV-2 sériques. On voulait explorer les facteurs liés à une plus forte séroprévalence, de même que les liens entre les antécédents symptomatiques déclarés de la séroprévalence. Alors, nous avons donc passé par plusieurs phases lors de l'étude. Il y avait d'abord novembre 2022 à mars 2022. Ensuite, il y avait donc juin 2021 à mi-2022. Donc, l'étude a
donc intégrer les parents, les tuteurs participants ayant une volonté, la capacité de donner le consentement. On a restreint notre analyse à des enfants non vaccinés de 0 à 9 ans, aussi tous les âges dans les phases 3, y compris les jeunes vaccinés de 15 à 24 ans. Il n'y avait pas de critères d'exclusion pour cette étude. Il y avait une méthodologie assez simple. Nous avons colligé des informations à partir des familles pour le sondage qui a été complété en ligne avec donc notre plateforme RedCap. Ils pouvaient donc le faire sur leur tablette ou sur leur laptop, ainsi de suite. Et donc, les échantillons ont été faits à partir des pics de doigts et on a donc envoyé par le poste ces échantillons du confort de leur ménage et ils n'avaient pas à se présenter à l'hôpital pour nous donner leurs informations. On a analysé ensuite les données et les échantillons analysés au labo ici et en collaboration avec notre Centre pour le contrôle des maladies en Colombie-Britannique. Nous avons trouvé que les taux d'infection les plus élevés étaient donc chez les jeunes adultes de 20 à 24 ans. Et lorsqu'on a regardé les caractéristiques, on a vu que 55% étaient de sexe féminin qui étaient en santé, 84% n'avaient pas d'affection sous HSO. Quant à la diversité d'ethnie, il y avait donc très peu de personnes autochtones qui étaient incluses lors de l'étude. En ce qui concerne la distribution, on savait que les gens pouvaient le faire à partir de leur propre maison, mais on avait quand même une prédominance à partir de la vallée de Fraser. Alors, environ 14% disaient qu'ils avaient eu donc une exposition à une personne ayant obtenu un test positif de causatif aigu et environ donc 1147 participants avaient subi un test de COVID-19 aigu, dont 3% étaient positifs et tout ça a été fait avec PCR. Donc, si on regarde en détail à différents groupes d'âge, comme je disais, donc la prévalence la plus élevée était donc chez les plus jeunes enfants, avec environ 7% dans les enfants qui avaient en bas de 5 ans et environ donc 3 à 5% dans les autres groupes d'âge. Ailleurs, en Colombie-Britannique, le taux de positivité était de plus de 7 et le plus bas, Northern Health, un peu moins de 3 Maintenant, examinons comment cela a évolué au fil du temps. Dans les premières phases, il y a différents groupes d'âge. En bas de 10, 17, 19, 4 au début de positivité, ça se maintient pendant la première partie de la pandémie. Plus tard, il y a eu petite augmentation juste avant l'arrivée d'Omicron et après une grosse augmentation. Cela va jusqu'en mai dernier, c'est encore plus élevé, mais essentiellement un peu plus de 40 Les données pour les autres groupes d'âge étaient sur la diapo précédente, mais vous pouvez voir que pour les 20-24, ça commence à augmenter un peu plus tôt, 23 même dans la portion mars à mai 2021. Cela se reflète sur ce graphique. Alors, ça, c'est pour la première phase. Ensuite, les phases subséquentes, il y a une augmentation avec Omicron, ce que Dr. Evans a aussi montré sur ses diapos. Maintenant, examinons les facteurs associés avec une séroprévalence plus élevée. Qu'est-ce qui était associé au fait que les gens soient infectés? Il y a une coquille. Ici, c'était plus élevé chez les Sud-Asiatiques, 3 fois plus élevé chez les Sud-Asiatiques comparativement aux gens blancs. Et aussi ceux qui avaient fait des voyages à l'international, 1,5 fois plus grand s'ils avaient fait un voyage à l'international, comparativement aux gens qui n'avaient pas voyagé du tout à l'extérieur du Canada ou même au sein du Canada. Et les 10 à 19, une séroprévalence un peu inférieure par rapport aux autres groupes d'âge. Nous avons utilisé la goutte de sang séchée. Ça a été adopté au sein de nombreuses études du GT ici. Regardez les valeurs. Il y a beaucoup de chiffres à l'écran, mais si on examine la première ligne, il s'agit des 38 personnes qui étaient
qui ont testé positif à la COVID par le passé et les 36 qui ont été détectés par nos tests. Ce qui est plus intéressant pour nous, c'est ce qui se trouve dans la boîte rouge. Les 43 personnes qui avaient eu un test antérieur négatif à la COVID-19 et 76 personnes qui n'avaient eu aucun test antérieur. Ces personnes de notre étude ne savaient pas qu'elles avaient eu la COVID avant d'y participer. Je crois que cela démontre la valeur ajoutée de l'approche que nous avons utilisée pour dépister les infections. On détecte beaucoup plus d'infections qui auparavant n'avaient pas été reconnues. En ce qui concerne le travail qui se poursuit, j'ai parlé de la phase 1, de la phase 2, plus tôt dans la pandémie, dans à peu près 1000 personnes. Maintenant, il y a une étude de prolongation. Les personnes de chaque phase 1 et phase 2 ont des suivis. À peu près 1000 enfants et jeunes adultes ont un suivi continu en collaboration avec d'autres chercheurs en pédiatrie du GTIC. On fait un suivi détaillé d'à peu près 200 enfants de 5 à 11 ans. On examine à fond la réaction immunitaire au vaccin contre la COVID-19. Maintenant, les données les plus récentes. Globalement, pour les 0 à 19 ans, la moitié des participants avaient un test positif à des anticorps acquis par l'infection. On enlevait ceux qui avaient synthétisé des anticorps suite à la vaccination. Ces chiffres sont assez petits, mais mois par mois, alors qu'on passe du mois de juin jusqu'au mois de novembre, on peut voir que dans tous les groupes d'âge, c'est plus de 50 la plupart, 70 à 80 de positivité par l'infection. La grande majorité de ces enfants, de ces jeunes adultes en Colombie-Britannique, en tout cas, ont été infectés par le virus à un moment donné ou à un autre. Je crois que cela a des répercussions importantes quant à la façon dont on envisage l'utilisation des vaccins à l'avenir. Comme je l'ai mentionné, nous avons examiné plusieurs cas dans l'étude qui n'avaient pas été signalés par les tests de PCR ou par la méthode par le test rapide, comme on pourrait s'y attendre, des gens qui ont eu l'infection car ils avaient des anticorps contre le virus dans le sang tôt. Quand nous avons examiné la positivité liée à l'infection, les taux les plus élevés que nous avons observés étaient chez les plus jeunes enfants et les jeunes adultes. Et globalement, il y avait un faible taux de positivité avant Omicron. Malgré un retour à l'école assez rapide en Colombie-Britannique, les écoles étaient virtuelles de mars 2020 jusqu'en juin. Après ça, c'était en présentiel plutôt que dans d'autres régions. Au fil de cette période, il y avait quand même une séropositivité faible. L'augmentation était vraiment associée à la vague Omicron qui a balayé le globe. Nous avons observé des taux élevés parmi les participants sud-asiatiques et dans d'autres groupes ethniques, c'était relativement petit. On n'a pas pu faire de plus amples analyses. Peut-être que c'était dû à un biais de sélection involontaire. Chez les personnes qui sont portées volontaires pour participer à l'étude. Malgré le fait que nous avons pu faire cette étude avec des gens en Colombie-Britannique, on avait quand même un petit nombre de participants dans le nord de la Colombie-Britannique et dans les communautés autochtones. Comme je l'ai mentionné précédemment, j'ai déjà mentionné que nous avons identifié un grand nombre de cas non détectés par la surveillance provinciale. Et je crois qu'on doit reconnaître qu'avec ces gouttes de sang séchées, avec un petit volume d'échantillons, avec les approches techniques que l'on doit utiliser pour obtenir le sang de la carte, ça veut dire qu'il y a de très faibles taux d'anticorps qui n'ont peut-être pas été détectés. Alors, ce sont des estimations conservatrices du taux de positivité dans cette population. Alors, j'aimerais remercier toutes ces personnes. Ce fut un dur labeur. Nous avons travaillé étroitement avec le Centre de lutte contre les maladies de la Colombie-Britannique. Nous avons eu l'aide du GTIC, belle collaboration avec tous ces scientifiques. Alors, merci à toute l'équipe pour tout le travail qui a été fait au cours des 3 dernières années. Merci. Merci beaucoup, Manish. Bienvenue et Caroline, take it away. Merci. Alors, Caroline, c'est à vous. Aujourd'hui, je présente au nom de Kate Sensor qui ne peut pas être parmi nous. Je vais faire la présentation en anglais. Kate et moi n'avons pas de conflit d'intérêt à déclarer relativement à la présente étude. L'étude encore est une étude longitudinale de cohorte qui a commencé en octobre 2020. Nous voulions évaluer la séroprévalence, la séroconversion et la séroréversion des anticorps contre le SARS-CoV-2 acquis par l'infection.
chez les enfants et les jeunes à Montréal. Nous voulions aussi examiner les caractéristiques des participants liées au risque accru de séroconversion. Et tout comme ce dont Manish vient de nous parler, nos données ont été recueillies par des questionnaires, par des échantillons de piqûres au doigt à quatre moments différents, comme vous voyez à l'écran. J'aimerais mentionner que la ronde 3, quoique ça s'est passé jusqu'en février 2022, c'était avant tout avant décembre 2021, donc juste avant la vague Omicron. Vous avez ici les caractéristiques de la population à l'étude par ronde de collecte de données. En haut, vous voyez le nombre total de participants qui ont donné un échantillon pour chaque ronde. Ensuite, c'est ventilé par les caractéristiques de l'étude. Vous pouvez voir aussi qu'il y avait une diminution importante dans la taille de l'échantillon après la ronde 1. Les gens qui se sont piqués une fois ont dit que il y avait trop d'inconfort. Alors, ils ont quitté l'étude, mais nous avons essayé de réouvrir le recrutement pour les rondes 2 et 4 pour compenser la perte des personnes au suivi. Nous avons inclus des participants de 14 dans des quartiers de Montréal qui sont caractérisés par une diversité raciale et ethnique et statut socio-économique. Donc, 10 à 14 des gens avaient un parent qui s'identifiait comme issu d'une minorité raciale ou ethnique. 20 à 30 venaient de ménages avec un revenu annuel de moins de 100 000. Ici, on peut voir les résultats de séroprévalence, la proportion des enfants qui avaient des anticorps contre le virus SARS-CoV-2. Le tableau 2 ici montre l'augmentation de la séroprévalence ajustée au fil du temps de 6 à la ronde 1 jusqu'à près de 60 à la dernière ronde après l'émergence d'Omicron. Alors, c'est similaire à ce dont Manish nous a parlé précédemment. La transmission chez les enfants s'est vraiment produite avec la vague Omicron. Dans le tableau aussi, on peut voir qu'il y a séroprévalence plus élevée chez les enfants qui ont un parent qui s'identifie comme issu d'une minorité raciale ou ethnique, ainsi que ceux qui viennent d'un ménage dont le revenu annuel est inférieur à 100 000. Ce que nous ne montrons pas ici, c'est que dans la ronde 4, la séroprévalence, on a une séroprévalence élevée chez ceux qui avaient 2 à 4 ans, ceux qui n'étaient pas vaccinés comparativement aux catégories de référence. Mais il faut faire attention qu'il semble que les enfants qui ont été vaccinés et qui ont été infectés n'ont peut-être pas une réaction immunitaire aussi bonne que celle que l'on voit habituellement après une infection. Voici la séroprévalence induite par l'infection par groupe d'âge en fonction des différentes rondes de collecte de données. Il y a un peu de variation de séroprévalence entre les rondes 1, 2 et 3. Encore une fois, cela souligne les changements de séroprévalence à la ronde 4 pour tous les groupes d'âge. La séroprévalence était aussi nettement plus élevée chez 2 à 4, comparativement au groupe de référence de 12 à 18. Encore une fois, c'est l'interprétation de la transmission plus importante de l'Omicron chez les enfants. Ici, la séroconversion pour la ronde 4. Pour les 396 enfants qui n'étaient pas encore séropositifs à la ronde 4 et qui ont donné un échantillon à la ronde 4, 231 ou un peu plus de 50 sont devenus séropositifs pour le SARS-CoV-2. Si nous examinons le temps de suivi, cela représente un taux de séroconversion de 139 personnes par année, ce qui est présenté dans la première rangée du tableau. Si on examine ça de façon plus simple, ça veut dire que si on suivait ces gens-là sur 6 mois, en moyenne, 139 seraient en séroconversion. Cela veut dire 12 à 19 fois plus important que les rondes précédentes, ce qui illustre la transmissibilité plus importante d'Omicron. Dans ce tableau, on peut aussi voir qu'il y a séroconversion, le taux de séroconversion dans la première colonne et le risque relatif de séroconversion dans la deuxième colonne en fonction des différentes caractéristiques, tout comme la ronde 4, la séroprévalence, c'est similaire. Nous avons observé une augmentation de séroconversion de 36 pour les 2 à 4 ans comparativement au groupe d'âge plus âgé aussi.
24 inférieur pour les enfants à 11 ans. Cela peut être expliqué par les différences entre les groupes d'âge, les différences en matière de vaccination. Les enfants qui étaient vaccinés avec au moins une dose avaient une diminution de séroversion de moins de 57 pour les enfants issus d'une minorité raciale ou ethnique avaient un risque plus important de séroconversion. Finalement, nos résultats sur la séroréversion du SRAS-CoV-2, divers groupes si on suit des gens qui sont infectés au fil du temps, on ne peut plus mesurer les anticorps. Ça a été fait à l'aide de données jusqu'à la ronde 3. La plupart des données ont été recueillies avant l'émergence du variant Omicron. Alors, nous suivons 141 enfants qui étaient séropositifs à la ronde 1 ou 2 et qui ont donné au moins un autre échantillon. Et nous voulions voir s'ils demeuraient positifs ou pas. En bas du tableau, ça représente le nombre d'enfants séropositifs qui demeuraient à risque de séroréversion. Cela veut dire qu'ils étaient encore séropositifs jusqu'au jour 400. En haut, en gris, c'est la probabilité de demeurer positif jusqu'à un certain moment dans le temps. Sur l'axe des Y, la probabilité de demeurer séropositif et en X, c'est la période de suivi en jours. Ligne assurée, le temps médian de séroréversion estimé à 8 mois à peu près. Cela veut dire qu'à 8 mois, la médiane des enfants avait perdu leurs anticorps. Quelques points temporels d'intérêt. Dans le tableau, la probabilité de demeurer séropositif à 6 mois est de 68 mais tombait à 42 au bout de 12 mois. Par conséquent, même si les anticorps ne sont qu'une mesure de la réaction immunitaire, ces résultats sur la réversion pourraient avoir des répercussions sur l'interprétation des données, mais aussi vu le programme de vaccination et l'importance de l'immunité hybride, tout ça, c'est souligné. En conclusion, la séroprévalence acquise par l'infection est passée de 5,8 à peu près 60 ce qui reflète l'évolution de la pandémie. Après l'émergence d'Omicron, le taux de séroconversion ou passage à la séropositivité à l'infection par le SRAS-CoV-2 était de 9 à 12 fois plus élevé que lors des rondes précédentes de collecte de données. Avant l'émergence d'Omicron, la période médiane était d'environ 8 mois avant la séroréversion. D'autres données de l'étude porteront sur l'affaiblissement des anticorps, la réinfection et l'immunité hybride. Finalement, nous aimerions remercier les enfants, les parents de l'étude ENCORE, les services de garde, les écoles et les centres de services scolaires grâce auxquels on a pu faire ce travail. C'est le travail de Dr. Sensor avant toute chose et de son équipe. Voilà les partenaires et les bailleurs de fonds à l'écran. Et j'aimerais remercier tout le monde de nous avoir permis de réaliser ce travail au cours des 3 dernières années. Merci. Merci beaucoup, Dr. Quach. Next, I'd like to introduce Maintenant, j'aimerais vous présenter Dr. Stephen Friedman. Il va faire connaître la portée de la recherche sur la COVID-19 en pédiatrie réalisée par le réseau Pediatric Emergency Research Canada, ou PERC. C'est à vous, Stephen. Vous êtes en sourdine? Merci beaucoup, Dr. Evans. Au nom de PERC, un réseau qui se compose des 15 établissements de soins de santé pédiatrique tertiaire, j'ai le plaisir de vous parler de certaines des études associées à la COVID réalisées par notre réseau. Alors, nous avons tenu notre conférence annuelle à la fin janvier 2023, en janvier 2020. La pandémie s'en venait. Nous avons commencé les études dont je vais vous parler aujourd'hui. Initialement, il n'était pas clair quelles seraient les répercussions de la pandémie sur le volume. À l'urgence, nous sommes dit qu'il y aurait un pic des consultations à l'urgence, mais ce qui est arrivé était tout à fait inattendu. Alors, il y a des études observationnelles chronologiques interrompues. On compare les 2 mois de la pandémie avec les années précédentes. Nous avons observé un déclin de 58 dans le nombre de consultations à l'urgence, comparativement à ce à quoi on s'attendait au début de la pandémie. Il y avait Alors, nous avons aussi lancé une étude de cohorte prospective assortie de suivi de 14 jours en 41 urgences de 10 pays.
chez les enfants positifs au SRAS COV2. La base de données était particulièrement robuste. Alors oui, c'était une étude de cohorte prospective, des données historiques fournies par les prestataires de soins. L'Institut incluait un suivi de 14 jours et à 3 mois. L'étude incluait des enfants recrutés de mars 2020 à juin 2021. Et les graves conséquences cliniques étaient intervention intensive, diagnostic indicateur d'une atteinte organique, aussi utilisation de la ventilation positive, atteinte organique grave ou le décès. Il y avait 3 222 enfants positifs au SRAS. Dans cette étude, 79 ont reçu leur congé de l'urgence. À gauche, à droite, 21 ont été hospitalisés. De ceux qui ont été hospitalisés en bas à droite, 14 avaient des conséquences graves. 0,6 sont morts. Parmi ceux qui ont reçu leur congé à gauche, 320 ou 12 sont revenus pour une demande de soins. Ceux qui sont revenus, parmi ceux-là, 15 ont été hospitalisés. Dans ce groupe de personnes, 0,5 des enfants ont connu des conséquences graves, mais aucun décès. Ensuite, nous avons utilisé un modèle multivarié pour identifier les facteurs de risque de conséquences graves. L'un des résultats les plus intéressants, c'est que les participants enrôlés au Canada pouvaient avoir des conséquences graves avec un rapport de cas de 0,11, un intervalle de confiance de 0,05 à 0,23. Les États-Unis étaient le groupe de référence. Pourquoi? Ce n'est pas clair. On doit garder à l'esprit que différentes stratégies de tests entre les pays, particulièrement au début de la pandémie. Le Canada avait des tests dépistage importants. Aux États-Unis, c'était limité. Alors, ces enfants étaient hospitalisés. Parfois, ils avaient besoin d'une admission à l'unité de soins intensifs. On s'est aussi rendu compte que, comparativement avec les enfants de moins d'1 an, ceux de 2 à 5 ans et jusqu'à 10 ans est à risque plus important de conséquences graves. D'autres facteurs de risque d'intérêt, eh bien, un état chronique sous-jacent, une pneumonie antérieure, aussi les enfants qui se présentent avec 4 symptômes ou plus au moment de la consultation de référence avaient une plus grande probabilité de conséquences graves. Quand des études comme les nôtres ont commencé à émerger, le risque de conséquences graves variait beaucoup entre les rapports. Pour mieux éclairer le risque véritable chez les enfants, nous avons mené une méta-analyse de la littérature publiée. Nous avons inclus 118 études, plus de 3 000 participants pédiatriques. Quand nous avons examiné ce qui était décrit comme la population en clinique externe, à gauche, seulement 0,3 des enfants infectés ont été hospitalisés. Seulement 0,3 ont été hospitalisés, oui, et 0,1 avaient besoin d'une admission à l'unité des soins intensifs. Et les enfants qui ont été dépistés à l'hôpital, au milieu, 24 ont été admis, 1,3 ont eu des conséquences graves envers. Toutefois, quand on examine ce qui se passe à droite, seulement les patients hospitalisés, 4,2 envers ont eu des conséquences graves. 1,1 sont morts. C'est en jaune. Un autre enjeu qui a été soulevé dans la littérature, la sensibilité de notre test de référence, l'échouillon nasopharyngé avec le PCR. En discussion avec nos collègues en microbiologie, on nous sommes rendus compte qu'il y avait peut-être des tests plus sensibles. Par exemple, la PCR numérique à gouttelettes. Cette approche, qui est aussi connue sous le nom de DD-PCR, a été incorporée dans une étude où nous avons comparé la sensibilité du RT-PCR au DD-PCR. Nous avons découvert que la sensibilité du RT-PCR est de seulement 84 avec un intervalle de confiance de 74 à 91, alors que pour le DD-PCR, c'était 97 quand les échantillons positifs dans les deux cas étaient positifs. Maintenant, à droite, on parle du nombre de copies de gènes pour le test RT-PCR négatif et DD-PCR positif, reflété par ce qu'il y a à gauche, était nettement inférieur par rapport aux autres échantillons à droite. Cette analyse a dit clairement que la sensibilité du RT-PCR baisse de façon importante quand la charge virale chez l'enfant est basse. Au fil de l'évolution de la pandémie, on devait évaluer d'autres technologies, d'autres approches pour le prélèvement et le dépistage. En particulier, on
on voulait avoir un test au point de service utilisé qui serait moins traumatisant pour les enfants. Il est devenu clair à l'urgence que les enfants et les soignants refusaient d'avoir ces échouillons nasopharyngés. Souvent, ils refusaient le dépistage, même quand c'était indiqué cliniquement. C'est devenu le plus grand défi. C'est important à des fins d'exactitude diagnostique aussi pour la surveillance de santé publique. Pour résoudre cet enjeu, nous avons évalué la sensibilité des tests buccaux Abbott ID Now. Alors, on utilise un échantillon buccaux fait par les enfants, pour les soignants, par les patients, par les adolescents qui pouvaient s'auto-administrer le test de dépistage. On a comparé cela avec des tests nasopharyngés à l'aide de tests en laboratoire PCR standard. Cette étude a été menée dans 15 urgences et a enrôlé 2882 enfants. Malheureusement, comme il est illustré dans le tableau à droite, la sensibilité est inférieure que ce qu'on escomptait, seulement 58 la spécificité, 99 valeur prédictive positive, 94 valeur prédictive négative, 94 aussi. Mais nous avons aussi demandé aux parents d'évaluer l'inconfort et la douleur associée avec les deux méthodes de dépistage. Seulement 12 des écouvillons nasopharyngés étaient associés avec une douleur minimum et un inconfort minime. 93 des écouvillons oraux présentaient un inconfort et une douleur. Par conséquent, il faut considérer l'inconfort, la douleur, quand on met au point des méthodes diagnostiques pour un diagnostic de masse, comme il a été le cas pendant la pandémie. Au début de la pandémie, on avait des soucis relativement aux affections post-COVID, y compris chez les enfants. Dans notre étude de 41 sites, on a établi un suivi à 3 mois pour évaluer les symptômes qui persistent. Bon, il y a 1884 enfants positifs au SARS-CoV-2 qui ont fait un suivi de 90 jours. On a pu estimer la prévalence d'une infection post-COVID à 1701 sujets témoins négatifs. Parmi les enfants qui étaient positifs, la prévalence des APC à 90 jours était de 5,8 mais cela a atteint presque 10 chez les enfants qui étaient hospitalisés. Quand on compare ce chiffre aux enfants sujets témoins négatifs qui concordaient en matière de caractéristiques, la différence était seulement de 1,6 avec un intervalle de confiance de 0,2 à 3 ce qui reflète davantage la valeur ajoutée de la COVID et qui se présentait comme d'autres affections. Maintenant, nous avons mené une analyse par régression pour identifier les facteurs indépendants associés à l'apparition de l'APC. Les enfants qui avaient plus de 10 ans, ceux qui avaient plus de 4 symptômes au moment de la consultation et qui étaient hospitalisés dans les 2 jours, c'était associé de façon indépendante à la manifestation d'une APC. Dans une étude plus récente, on a comparé les symptômes et l'utilisation des services de soins en matière de consultation en urgence. Dans cette étude, nous avons enrôlé 1440 enfants positifs au SARS-CoV-2 qui ont tous eu un suivi de 14 jours. Comme il est illustré sur l'histogramme à droite, les variants alpha en Bourgogne provoquaient moins de symptômes. À gauche, au moment de la présentation à l'urgence, 6 avaient 3 symptômes ou moins, alors que les autres variants préoccupants, Delta, Omicron, avaient un nombre plus important de symptômes au moment de la consultation à l'urgence. Quand on examine maintenant l'utilisation des ressources en santé, quand on compare les différents variants identifiés au fil de la pandémie de COVID-19 pour l'Omicron qui est à droite, eh bien, donc à l'extrême droite, oui. Alors, à consommer le plus de ressources, les enfants infectés par l'Omicron avaient une nouvelle visite à l'urgence. En rouge, aussi avoir une radiographie thoracique en Bourgogne, recevoir des liquides en IV et reçoivent un traitement aux stéroïdes en jaune à l'urgence. Les recherches menées au sein des urgences pédiatriques par le PERC a évalué l'incidence de la pandémie sur les visites en urgence, évaluer la fréquence des conséquences graves, évaluer la sensibilité du test RT-PCR chez cette population, la fréquence de l'affection post-COVID et finalement, nous avons caractérisé l'impact des variants préoccupants qui se sont présentés au fil du temps. Évidemment,
ce travail n'aurait pas été possible sans une équipe incroyable, le réseau du PERC, nos coordinateurs nationaux, les chercheurs, les coordinateurs des divers établissements, ainsi que les participants et leurs familles. Et nous voulons remercier nos bailleurs de fonds. J'ai été ici grâce à qui ce projet a été rendu possible. Merci de votre temps aujourd'hui. J'ai bien hâte de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr. Friedman. Maintenant, Dr. Jim Kenner, qui est directeur du réseau pédiatrique du GTIC. Il présentera les résultats de la cohorte en Alberta. C'est à vous. Merci, Tim. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec un des collègues aguerris du réseau pédiatrique. J'aimerais remercier Dr. Evans de son soutien dès le début de la création du réseau pédiatrique. Et merci à tous les leaders et au sein des dirigeants du GTIC. Bon, il fallait reconnaître l'importance de du SRAS-CoV-2 chez les enfants. Et il était nécessaire de mener des études. C'est devenu de plus en plus évident. Cela a joué un rôle dans la création de ce réseau. Maintenant, cliché suivant, s'il vous plaît. Alors, je vous parle de Calgary, où je vis, où je travaille. Je tiens à souligner que je me trouve sur le territoire traditionnel des peuples de la région du traité numéro 7 du sud de l'Alberta, qui inclut la Confédération des Pieds Noirs, composée des Premières Nations Siksika, Piikani et Kainai, de même que des Premières Nations Tsuut'ina et Tsuni-Nakoda, laquelle englobe les Premières Nations Chiniki, Bearspaw et Wesley. La ville de Calgary accueille également la nation métisse de l'Alberta, région 3. Voici ma déclaration. Je reçois le soutien d'un certain nombre d'organismes publics ainsi que de sociétés pharmaceutiques à l'appui de recherche d'essais cliniques. Tout ce financement est utilisé par l'Université de Calgary. Aucun financement ne vient à moi directement. Je vais vous parler aujourd'hui brièvement de l'étude AB3C, Alberta Childhood COVID-19 Cohort, une étude épidémiologique longitudinale qui a été menée de façon concomitante avec les autres études dont nous venons d'entendre parler aujourd'hui. Cette étude a commencé dans l'été de 2020 avec donc cohorte de 1035 enfants et adolescents dans la région donc de Calgary qui avaient donc une infection de SRAS-CoV-2. À l'époque, ces enfants avaient été donc référés à notre clinique de recherche, donc à l'Alberta Children's Hospital, donc à raison de 6 mois, donc jusqu'en septembre 2022. Et à chaque consultation, il y avait une collecte de sang veineux pour les tests anticorps. On avait une enquête et une analyse des données laboratoires du registre de vaccination. Il y avait aussi donc un test laboratoire pour l'infection SRAS-COVID-19. Et il y avait aussi donc une registre de vaccination auto-signalé. Il y avait 89% des participants qui se sont présentés à 4 ou 5 consultations qui se présentaient à la clinique et où on a donc fait la collecte de sang veineux et on a eu donc assez de participants et ça a eu donc un taux d'acceptabilité assez élevé. Voici nos données colligées. Ce que je vais vous présenter lors des prochaines minutes. Je ne sais pas pourquoi les diapos avancent de la sorte. Il faut donc revenir à mes diapos. Okay, we're at that side, please. Maybe, if you could go forward 2 slides, please. Si on peut avancer de 2 diapos, s'il vous plaît.
Je vais vous demander d'avancer les diapos, Neil. Il faut avancer. Il faut donc retourner encore une fois, encore une fois et encore. On peut s'arrêter là. Comme je disais, les données seront publiées dans quelques jours dans un article Class One de la revue Class One. On met en relief le fait que très peu d'enfants ont été infectés par le SARS-CoV-2 avant Omicron à l'entrée de l'étude. Voici la proportion d'enfants qui ont été donc réinfectés pendant l'étude. Très peu ont été infectés avant la vague Omicron. Et on voit qu'après la vague d'Omicron, il y a eu beaucoup plus d'infections. Mais ce n'est pas tous les enfants qui ont été infectés. Et donc, cela se passait pendant la vague Omicron, principalement. Nous avons mesuré donc les anticorps antinucléocapsidiques qui s'affaiblissent au bout de 5 mois. Donc, les anticorps qui se forment après l'infection par le SARS-CoV-2, mais pas après la vaccination. On a vu que très peu, donc il n'y avait pas qui se formaient toujours. Il y a moins de cas positifs au bout de 5 mois. Il y a des incréments, des périodes de 50 jours qu'on a mesurées. On n'a pas inclus les enfants asymptomatiques, mais on avait donc ciblé les résultats positifs. Environ, donc 50% avaient eu donc un test positif. Après 200 jours, on voit qu'il y a moins de 20% qui avaient testé positif. Alors, il y a très peu d'enfants qui ont testé positif longtemps, mais en général, on voit qu'il y a une diminution assez prononcée après 55 jours. Voici les résultats pour les enfants qui avaient donc des anticorps antisépiculaires persistants. Et on a aussi testé pour l'anticorps après la vaccination. Les chiffres qu'on voit ici sont pour les enfants qui sont sous-vaccinés. Et il y a une portion qui est là pour les enfants qui ont été vaccinés et qui n'avaient pas d'infection. C'est un peu pour les enfants qui étaient sous-vaccinés et qui avaient un pic positif, on voit la proportion plus grande. Donc, 58 avaient testé positif et sont restés donc dans le... Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les diapos là. Bon, alors, oui, s'il vous plaît. Et en fait, on voit qu'on a testé pendant 350 jours, mais on a testé aussi 2 ans après l'étude et les résultats montraient encore des résultats positifs. Alors, après l'infection, les antispiculaires restaient pareils pendant longtemps. Et si il y a une corrélation avec l'immunité, on ne sait pas. On verra. Je vais vous parler maintenant de la vaccination chez les enfants plus âgés. Et en fait, il y avait les vaccins qui étaient disponibles pour différents groupes d'âge pendant différentes périodes de temps. Donc, en mai 2021, les personnes de 12 ans et plus, novembre 2021, des jeunes de 5 à 11 ans, juillet 2022, 6 mois à 4 ans. On sait qu'en septembre 2002, il y avait 98% des participants de 5 ans et plus qui avaient reçu une dose.
Donc, notre étude s'est passée en août et septembre de 2022 et à cette époque-là, 80% des 5 à 11 ans avaient reçu une dose. La quasi-totalité avait reçu 2 doses. Alors, chez les enfants de 11 ans, il y avait plus de prévalence de vaccination. À droite, le tableau nous montre des facteurs associés à l'administration des vaccins contre la COVID-19 et des facteurs d'analyse multivariés. Les jeunes de donc 12 à 18 ans étaient plus susceptibles à être vaccinés que, par exemple, les jeunes de 5 à 11 ans. Les enfants qui avaient déjà eu donc une vaccination antigrippale avaient une prévalence de vaccination plus élevée que les enfants qui n'avaient pas reçu ce vaccin. Les enfants asiatiques et autres qui étaient non noirs, comparés aux Canadiens blancs, avaient donc un taux plus élevé de vaccination. Les enfants qui avaient eu une infection de COVID-19 ou qui n'avaient pas eu de vaccination avaient donc une susceptibilité plus faible d'avoir été vaccinés. Ici, on examine donc les inquiétudes exprimées par les parents et les familles avant donc la disponibilité des vaccins. On voit les préoccupations qui avaient été exprimées dans le printemps de 2021 par rapport aux vaccins. On voit donc que les enfants qui avaient été vaccinés en septembre 2022 comparés aux non-vaccinés. Voici les préoccupations qui avaient été exprimées par les parents. Par exemple, le nombre de personnes qui avaient reçu le vaccin, le nombre de vaccins, si les vaccins étaient vraiment nécessaires pour leur enfant ou non. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'une proportion élevée des parents et des gardiens qui n'avaient pas été vaccinés eux-mêmes exprimaient des inquiétudes. Mais on voit qu'une proportion quand même assez prononcée d'enfants avaient, des parents avaient exprimé aussi des inquiétudes. Ma préoccupation, c'est que la majorité silencieuse des familles qui normalement vont vacciner leurs enfants ont des préoccupations quand même logiques et normalement ils faisaient vacciner leurs enfants. Parmi les personnes qui n'avaient pas été vaccinées, ici on voit les préoccupations, les inquiétudes exprimées donc au printemps 2021 et ceux qui n'étaient pas inquiets en été 2022. On voit les changements. Ce qui a émergé de cette étude, c'est que les gens qui ont fait vacciner leur enfant croyaient que le vaccin n'était... Il y en avait qui ne croyaient pas que leur enfant avait besoin de vaccin, mais le fait d'avoir été infecté par le COVID-19 avait donc influencé leur action. En conclusion, les études ont démontré que la COVID-19 était peu courante chez les enfants avant l'émergence d'Omicron en décembre 2021. Puis la plupart des enfants, mais pas tous, ont contracté des infections, des anticorps antispéculaires, des murs positifs indéfiniment jusqu'à présent. Chez la plupart des enfants, après la vaccination ou l'infection, les anticorps antinucléocapsidiques s'affaiblissent quelques mois après l'infection et ne sont pas une mesure fiable par rapport à l'infection à long terme. Malgré les inquiétudes raisonnables au sujet des vaccins contre la COVID-19, la plupart des enfants dans notre cohorte ont été vaccinés. Le principal facteur lié à une probabilité de vaccination réduite était une infection antérieure par la COVID-19, malgré les recommandations à un plus jeune âge. Je voudrais reconnaître notre groupe d'études, l'ABC
La B3C, donc nos chercheurs, nos personnels, les collaborateurs et ceux qui ont soutenu notre effort, les bailleurs de fonds, le gouvernement, c'est-à-dire l'Université de Calgary, le département de pédiatrie de Calgary, l'Alberta Health Services et les autres. Merci. Merci beaucoup, Dr. Kellner, et merci à tous les conférenciers et conférencières. Je pense qu'on voit des résultats assez cohérents à travers ces 4 études. Et on voit donc qu'il y a une population quand même faible, mais lors d'Omicron, cette vague a donc fait 10 fois plus de victimes, parfois 12 fois plus, et cela semble s'avoir distribué assez consistant malgré on voit chez les enfants vaccinés qui avaient donc une incidence. On voit qu'il y a des groupes minoritaires et de couleur avaient plus de risques d'infection. Aussi, l'immunité avec le temps a été donc un facteur par rapport aux séroconversions. Donc, les anti spéculaires, les éléments antispéculaires pouvaient être donc plus prononcés et les antinucléocaps semblaient apaiser un peu plus rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'immunisation? Eh bien, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. On a vu des preuves par rapport à la vaccination en Alberta avec les taux élevés chez les enfants à un certain moment donné. Et parmi les personnes non blanches, on a vu beaucoup d'inquiétudes chez les parents pour leurs enfants. Il y avait aussi des préoccupations aux effets secondaires et ils croyaient peut-être que ce n'était pas nécessaire pour les enfants. Et il y avait donc beaucoup de données par rapport aux visites aux urgences de la part du Dr. Friedman par rapport au taux d'hospitalisation et des résultats quand même graves. Le Canada semble quand même se porter bien quant aux résultats de conditions, état de santé aigu chez les enfants hospitalisés par rapport aux d'autres pays. On a vu donc beaucoup de bonnes précisions par rapport au régime diagnostic, aussi les gouttelettes numériques versus donc le PCR, aussi des diagnostics conviviaux pour les enfants en ce qui concerne donc le cervical swab et les variants et les préoccupations qui étaient associées des variants précoces et la plus grande utilisation des ressources des hôpitaux lors de la vague Omicron, alors des résultats quand même assez excellents et des présentations excellentes de la part de nos conférenciers. Maintenant, la période de questions. Alors, nous allons nous tourner vers la boîte de clavardage d'abord. Je vois qu'il y a de nombreuses questions. Nous allons commencer par Dr. Sadrangani. Vos résultats de séropositivité de COVID-19 semblaient très faibles. Comment se comparait la goutte de sang séchée avec le sérum frais? Se comparait-il en matière de rendement diagnostique? Est-ce que vos tests se fondent uniquement sur la détection des anticorps contre les protéines nucléocapsidiques? Merci de cette question. Je ne sais pas si j'ai l'ai dit, mais ça semble être très faible, nos taux de positivité comparativement au rapport de tests PCR provinciaux qui étaient largement utilisés étaient 2 à 3 fois plus élevés. Après Omicron, nos taux étaient similaires à une autre étude menée par un spécialiste de la CDC. Les estimations étaient plus élevées dans cette étude que dans la nôtre. Il y a diverses raisons qui expliquent la chose, mais pour le moment, je n'irai pas en détail. Les populations sont différentes, les
mécanismes de prévention différents. En ce qui concerne les scènes, nous n'avons pas de sérum des participants, mais par le passé, nous avons publié une validation de l'approche avec la goutte de sang séché et nous avons une sensibilité et une spécificité de près de 100 Je crois que nous reconnaissons le fait que nous passons à côté de certaines personnes, particulièrement quand le taux d'anticorps est plus bas. Mais je crois que c'est encore raisonnablement bon. Le premier, c'est qu'on est capable de recruter des personnes qui n'ont pas pu aller quelque part ou faire le prélèvement de sang. Peut-être qu'on essaie d'être plus représentatif et on est prêt à accepter ce compromis. En ce qui concerne les cibles des anticorps, le panel que nous avons utilisé, donc la protéine spéculaire, RBD, ça fait partie de la spécule et aussi la nucléopeptide. Pour que ce soit positif chez les gens non vaccinés, ça devait être positif pour la spécule. Les gens qui étaient positifs pour la nucléopeptide ou RBD, le seul avait un spécule négatif. Ce n'était pas une combinaison fiable avec le DBS. Donc, ils étaient positifs pour la spécule et ceux qui avaient été vaccinés devaient être positifs pour la spécule et pour la nucléopeptide pour qu'il y ait infection, une positivité associée à l'infection. Très bien, merci beaucoup. Merci, Dr. Sarangani. Maintenant, les quelques autres questions sont pour Dr. Friedman. Stephen, préparez-vous. Premièrement, quelle est la différence entre la façon dont le DDPCR et le RT-PCR sont exécutés et pourquoi est-ce que la DDPCR était le plus sensible? Oui. Alors, ma première divulgation, je ne suis pas un microbiologiste médical, mais d'après ce que je comprends, alors, plutôt que de faire une réaction de PCR, le spécimen se retrouve dans des milliers de gouttelettes et fait la réaction sur des milliers de gouttelettes. Donc, avec un test, on obtient des milliers de tests qui cherchent la présence de l'acide nucléique voulu. Donc, c'est plus facile de détecter de plus faibles niveaux d'acide nucléique dans les spécimens qui font l'objet de l'analyse. Donc, pour cette raison, comme on fait des milliers pour un prélèvement, la sensibilité est plus élevée. Alors, on peut examiner des niveaux très faibles, ils sont plus concentrés dans les plus petits spécimens. Là, on l'amplifie dans ce spécimen. Donc, vous avez plus de probabilité de détecter le signal qu'on aurait plus de risque de manquer avec la PCR habituelle. Aussi, dans la PCR, il y a un seuil qu'on va utiliser pour déclarer si c'est positif ou négatif. Et il y a un niveau indéterminé avec le DDPCR, ça quantifie la charge virale et tout positif est considéré comme un positif. Si vous trouvez de l'acide nucléique, vous n'utilisez pas vraiment un niveau plus élevé. Il n'y a pas de seuil pour la charge virale. Très bien, merci. Alors, ça, c'est pour Dr. Friedman, encore une fois, mais peut-être que d'autres voudront réagir. Quels sont les symptômes qui ont été suivis dans vos installations avec les différents variantes? Est-ce qu'il y a eu un changement dans la symptomatologie au fil du temps? Alors, est-ce que les différents variants préoccupants sont associés à différents symptômes chez les enfants qui sont infectés? Eh bien, oui, nous avons conçu cette étude au début de la pandémie en 2020. C'était très générique. On posait la question de façon proactive dans la phase aux soignants si leur enfant avait eu les symptômes X. Alors, des choses généralisées comme la fièvre, l'irritabilité, somnolence, léthargie, jusqu'à des symptômes des voies respiratoires supérieures, toux, rhinorrhée, mal de gorge, symptômes respiratoires inférieurs, douleurs thoraciques, dyspnée, wheezing, expectoration, symptômes gastro-intestinaux, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, symptômes neurologiques aussi. On a posé des questions sur la céphalée, des convulsions, des problèmes musculo-squelettales, l'arthralgie, par exemple. Aussi, leurs habitudes d'alimentation, est-ce qu'ils ont moins faim, ils sont déshydratés. Aussi, changements cutanés. On examinait donc des changements cutanés, conjonctivite, éruption, changements au niveau des muqueuses, des lèvres. Alors voilà, quel était le spectre des symptômes à propos desquels nous avons posé des questions. Dans l'analyse, nous avons examiné ces symptômes. On a fait des modèles multivariés pour voir si les symptômes changeaient en plus des données que je vous ai montrées. Est-ce que le chiffre changeait?
On a aussi essayé de voir si les symptômes changeaient. Et bon, il y a une chose à laquelle on doit faire attention. Nous n'avons jamais ajouté un stridor à notre questionnaire parce qu'Omicron, c'était le premier variant à se présenter avec un stridor. Et c'était à la fin de notre collecte de données, donc stridor. Nous n'avons pas recueilli ces données-là spécifiquement. Mais Omicron et Delta avaient plus de probabilité d'être associés à la fièvre, à la toux, et le Delta aussi entraînait des symptômes plus importants au niveau des voies respiratoires supérieures. Mais l'Omicron, en plus du stridor, bon, je ne l'ai pas capté, mais anecdotiquement, c'était plus fréquent. Omicron était plus souvent associé à des symptômes généralisés, fièvre, léthargie, irritabilité, ainsi qu'avec des symptômes de voie respiratoire inférieure. De façon générale, le portrait que l'on voyait, c'est que les enfants qui étaient dépistés avec l'Omicron avaient plus de symptômes des voies respiratoires inférieures et de symptômes généralisés que ce que nous avons observé dans les phases antérieures. Très bien, merci, Dr. Friedman. Bon, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Moi, je cours, j'associe le stridor avec le fait de courir plus vite. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui. Écoutez, le stridor, c'est un symptôme qui reflète l'inflammation des voies respiratoires supérieures, particulièrement dans la région des cordes vocales. Nous l'avons observé par le passé depuis des décennies avec certains virus. C'est assez habituel avec le para-influenza. Et ça, on parle du groupe, et c'est le syndrome avec lequel on l'associe. On le voit dans les mois d'hiver. Habituellement, chez les enfants entre 6 mois et 2-3 ans, ils se présentent avec les symptômes les plus graves. Habituellement, ça sonne comme ça. Alors, on prend des respirations profondes et puis c'est traité par des stéroïdes ainsi qu'avec un vasoconstricteur si c'est nécessaire, si la situation est plus grave, pour réduire l'inflammation. Et en fait, le stridor a disparu pendant 2 ans en raison des précautions sanitaires, en raison des autres variants, parce que le parainfluenza, comme d'autres virus non covidiens, ont à toute fin pratique disparu de la circulation dans la population pédiatrique. Et en novembre-décembre 2022, on a commencé à revoir le stridor. Dans un certain cas, c'était assez fréquent chez les enfants avec l'Omicron. Mais on n'a pas ajouté à l'enquête. On n'a donc pas de données là-dedans dans la base de données parce qu'on ne pouvait pas agir en temps réel au fil de la pandémie de COVID-19. La deuxième question, en fait, on parlait de MESI. Alors, le syndrome multi-inflammatoire de l'enfant, c'est un syndrome avec une constellation de problèmes. On l'a observé après les premiers rapports de cas de COVID, 2 à 3 mois après, et ça se présentait de façon assez grave chez les enfants. Il se présentait à l'urgence avec plusieurs jours fébriles, éruptions, conjonctivite, douleurs intestinales, vomissements, c'était assez fréquent. Et le problème avec ça, c'est que ça peut aussi toucher le cœur et les vaisseaux sanguins qui se rendent au cœur, entraînant anévrisme, fonction cardiaque atteinte. Alors, il y avait souvent une hypotension. Il fallait les admettre à l'unité de soins intensifs. C'était assez malade. C'était une nouvelle entité, mais nous croyons que c'est déclenché par d'autres virus aussi. On parle de la maladie de Kawasaki, qui se présente un peu pareil, mais le phénotype est différent. Alors, ces enfants étaient plus vieux et nous avons utilisé un protocole similaire avec la maladie Kawasaki, mais l'hypotension était moins importante qu'avec la maladie Kawasaki. En raison de l'émergence de MESI tôt dans la pandémie, nous avons modifié notre base de données pour essayer de capter certains de ces symptômes, comme l'éruption, la conjonctivite et d'autres caractéristiques qui n'étaient pas nécessairement attribuables à la COVID aiguë. C'est ce que l'on observait en Chine ou dans les premiers rapports, et ça n'arrivait pas aussi souvent chez les adultes. Je devrais ajouter que ça se manifestait habituellement plusieurs semaines après l'infection. C'est en quelque sorte un syndrome inflammatoire multisystémique post-covidien. Heureusement, on n'en voit plus beaucoup. Il y a des gens qui ont publié le taux de MESI, c'est nettement inférieur que ça l'était
avec la souche originale et alpha. Alors, merci beaucoup, Dr. Friedman. C'est très utile comme explication. Avant de passer à la prochaine question, je me demandais si d'autres panélistes souhaitaient faire un commentaire sur l'évaluation de la symptomatologie. Je sais que vous êtes clinicien, vous l'avez observé à diverses phases pendant la pandémie. Est-ce que quelqu'un souhaite faire un commentaire sur cette question? Eh bien, Tim, brièvement, oui. Notre étude reflète le spectre léger des symptômes. 600 enfants avaient une infection SARS-CoV-2. Il y avait seulement 4 visites à l'urgence, une hospitalisation seulement. La grande majorité avait une infection SARS-CoV-2 avec des symptômes légers et ça n'a pas entraîné en une consultation à l'urgence. Nous avons examiné les symptômes chez les enfants qui ont été dépistés jusqu'à 5 moments différents. S'ils sont testés pour le SARS-CoV-2, on peut établir une comparaison avec ceux qui avaient un test positif, test négatif. À un point, il faut noter certain que le négatif, c'est vraiment négatif, particulièrement s'il y avait eu exposition. Mais si on l'acceptait, si c'était négatif, ça veut dire qu'il n'y avait pas eu d'infection. Si c'était positif, il y avait eu infection. Moi, j'aimerais rappeler aux gens qu'il y a beaucoup de symptômes qui étaient manifestés par les enfants n'étaient pas spécifiques et n'étaient pas très différents entre ceux qui étaient positifs et ceux qui étaient négatifs. Alors, en ce qui concerne les tendances d'infection, comme tant d'enfants étaient positifs dans notre étude pendant l'Omicron, c'est un peu difficile de faire une comparaison avec une confiance statistique, les symptômes et les signes pré-Omicron par rapport à post-Omicron, parce qu'il y a tant d'infections qui se sont produites pendant la phase Omicron. Alors voilà, je voulais dire cela. Merci, Jim. Et il est important de noter que la perspective populationnelle sur la symptomatologie a peut-être une allure différente par rapport à ce que l'on observe en urgence, en ce qui concerne les chiffres en particulier. Alors, j'ai noté que l'une des études, je crois que c'était la vôtre, a démontré que la détection de l'infection chez plusieurs enfants qui n'étaient pas positifs, qui n'avaient pas de symptômes, alors ça, c'est une autre partie de l'équation. Alors, très bien, merci. Maintenant, je vais donner un peu de repos au Dr. Friedman. Voici une autre question pour Dr. Karen Quach. Cette question, est-ce que les niveaux inférieurs d'anticorps antinucléocapsidiques inférieurs observés chez les enfants pré-Omicron sont causés par une meilleure capacité chez les enfants liés à la réaction immunitaire innée aux variants qui sont apparus en premier, qui étaient moins infectieux. Par conséquent, ils n'ont pas synthétisé d'anticorps en aussi grande quantité. Pourriez-vous commenter sur cette hypothèse, s'il vous plaît? Je crois qu'il s'agit d'une hypothèse intéressante. Je n'ai rien vu qui soutient de façon très ferme cette hypothèse. Ce qu'on a vu dans la littérature, c'était que les enfants avaient donc moins de réponses anticorps lorsqu'ils avaient été infectés par un COVID. On sait que l'immunité chez les enfants innée est quand même excellente, mais s'il y avait une différence avec l'Omicron et les variants, je ne sais pas. Je n'ai pas présenté ces données-là, mais en même temps que l'ICOR se passait, on faisait donc des tests résiduels pour la prévalence chez différentes populations dans la même région de Montréal. Mais il s'agissait donc de tests veineux et non pas de gouttelettes. Donc, notre séropositivité chez Sainte-Justine dans cette catégorie était plus élevée pour tous les groupes d'âge comparé à ce que les données par rapport de Alcor nous a donné, où le taux de séroprévalence était de 10 On avait 25 dans les 2 à 5 et 53 comparé à 20 dans les 20 à 39 ans. Alors, lorsqu'on regarde la question précédente, la sensibilité de l'analyse peut jouer là-dedans. C'est peut-être quelque chose qui peut être à cause de la quantité de sang qui était disponible. Est-ce qu'on peut
attribuer tout cela à une réponse immunitaire innée, je ne sais pas, mais on sait que Omicron était beaucoup plus transmissible et c'était là que les enfants étaient les plus exposés. Merci beaucoup, Dr. Kellner. Parmi ceux qui avaient donc des tests positifs persistants de COV2 SARS, est-ce que les individus continuaient à être symptomatiques? Je ne comprends pas exactement la question parce qu'il y a deux sortes de tests. Il y a des tests antigènes pour voir si vous avez une infection, que ce soit donc le test PCR par labo ou bien les tests rapides qu'on prend après, par exemple, un swab ou d'autres pour voir si vous avez donc une présence antigène aujourd'hui. Et ça, c'est comparé donc aux tests anticorps de par donc les gouttelettes ou des tests veineux pour voir si vous avez le SRAS-CoV-2. On a montré donc les données. Nous avons seulement des données, en fait, sur les résultats positifs chez les enfants qui avaient environ 7%, où il y avait 7% d'infections similaires. En général, on faisait signalement par rapport aux tests positifs. On n'a pas donc fait le suivi de données par rapport à la persistance d'un test d'antigène positif. Si c'est ça la question, eh bien, ce n'est pas quelque chose qu'on a mesuré. En ce qui concerne donc les antigènes, on a mesuré la durée des antigènes, c'est-à-dire par intervalle, et on démontrait donc les tests d'antigènes pour montrer que leur réponse immunitaire était cohérente. La question par rapport aux symptômes persistants, par rapport à la perspective des urgences, eh bien, on a posé la question aux familles et aux enfants qui sont venus pendant 4 ou 5 visites de nous signaler des épisodes de symptômes qu'ils avaient eus. Et on a signalé des symptômes aigus. On n'a pas eu de signalement donc d'enfants qui avaient des symptômes persistants. Mais c'est donc une réponse peut-être un peu vague pour vous peut-être, mais je voulais donc distinguer entre les deux sortes de tests en ce qui concerne les infections. Merci pour cette réponse. Et maintenant, on va ouvrir la période de questions pour tous les panélistes qui peuvent répondre à la question suivante. Chez les adultes, on voit différents taux de séroconversion avec les variants Omicron, donc différents variants d'Omicron. Est-ce que vous pouvez ventiler les différentes variants de par vos cohortes? Et on voit donc par rapport à la sérorévision, on le voit lors de l'infection. Est-ce que vous savez si c'est arrivé chez les enfants? Et donc, c'est par rapport à donc la conversion anti-sérocapulaire et aussi une séroréversion après la réinfection versus la première infection. Alors, la première question, est-ce que vous avez pu observer de telles choses à même vos cohortes? En ce qui concerne notre cohorte, on a fait le lien entre donc, les tests de la province par les tests PCR. Et en ce qui concerne les variants Omicron, depuis la vague Omicron, et on a vu que les tests PCR se font rares. Alors, la plupart des tests sont des tests rapides pour antigènes. Alors, nous avons des données avec lesquelles on peut faire un lien à partir de la base de données provinciale. S'il y a des gens qui ont eu des tests
qui ne sont pas à 100% fiables. On peut aussi documenter cela, mais il y a donc une population qui circule beaucoup et on essaie d'extrapoler le plus possible. C'est le plus qu'on peut faire pour notre cohorte et pour ces révisions. En fait, on fait cette analyse-là pour nos ensembles de données. C'est comme ça qu'on fait nos progrès. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? C'est un travail qui continue avec Omicron. On a accès à des tests antigènes dans 2 tiers des cas qui ont été faits en labo et on a des résultats aussi de tests rapides lors de nos périodes de collecte. Alors, on peut extrapoler par rapport aux infections Omicron où 2 tiers des enfants qui ont signalé donc un test positif le faisaient à partir d'un test rapide. Alors, les résultats vont être différents à partir de là, mais lors de la période d'Omicron, on a vu plus de résultats. Alors, on a d'autres tests à corriger par rapport à cela et on va en faire l'analyse. Merci beaucoup. J'ai quelques questions de plus. Est-ce que vous avez une idée des taux de réinfection ou des résultats sévères graves entre les enfants qui avaient été infectés versus les personnes vaccinées versus une immunité hybride? Chez les adultes et les adultes plus âgés, on suggère que les réinfections sont problématiques et devraient être évitées, mais je ne vois pas beaucoup d'informations pour nous aider avec nos messages par rapport aux enfants. Alors, c'est une question pour quiconque puisse donner donc des conseils par rapport aux enfants par rapport au risque de réinfection. Oui, je peux essayer de répondre. La plupart de nos données sont difficiles à interpréter dans ce sens-là, parce que, comme disaient les autres conférenciers, on n'a pas de données PCR pour qui que ce soit après janvier 2022 au Québec. Donc, pour identifier la réinfection, ça devient problématique. Chez la population adulte, le taux de réinfection avant Omicron était donc 4 sur 100 000 personnes par année. Et chez les autres réinfections, chez une population de travailleurs en milieu de santé, on a vu des résultats, d'autres résultats. On n'a pas vu donc une augmentation de résultats pour SARS-CoV-2 et on a vu des données qui me disent que la vaccination est efficace pour prévenir MSC 80 à 90%, qui est soutenu aussi par les données américaines. Du point de vue clinique, je suis inclin, je ne peux pas dire que la réinfection est pire chez les enfants. Il serait difficile de quantifier cela, étant donné les données et la présentation des autres virus qui circulent, ainsi que le manque de tests. Je vois beaucoup de gens qui sont d'accord. Et donc, je vais attendre un tout petit peu. Et maintenant, je vais passer à la prochaine question parce qu'on tire à la fin de notre temps. Est-ce que vous avez fait la collecte d'informations sur les comorbidités? Est-ce que vous avez trouvé que les enfants ayant des maladies respiratoires chroniques comme l'asthme représentaient donc une proportion significative donc de visites pour le Delta Omicron COVID et les entrées à l'hôpital et aux urgences? Oui, on a fait la collecte sur les comorbidités et aussi les épisodes de pneumonie précédents. On ne peut pas comparer cela au sein de la communauté parce qu'on sait que les enfants
qui se sont présentés aux urgences n'avaient pas ce dossier-là. Je n'ai pas vu d'études qui regardent ces conditions par rapport à l'hospitalisation ou aux admissions à l'hôpital. On a trouvé que les enfants qui avaient des comorbidités qui n'incluaient pas l'asthme, on n'a pas trouvé d'association entre l'asthme et les résultats aigus graves. On a trouvé donc des liens entre la pneumonie et les résultats graves. On a vu aussi les taux d'infection en général pendant les premières vagues de la COVID étaient plus bas chez les enfants avec des comorbidités parce que les parents prenaient beaucoup de précautions, je crois. Alors, oui, les comorbidités étaient associées aux hospitalisations et des résultats graves, mais l'asthme en tant que tel n'était pas une des comorbidités qui nous préoccupait. Alors, la dernière question, donc pour tout le monde, quel est votre avis aux parents par rapport donc, au moment opportun pour le prochain vaccin chez les enfants? Vous pouvez donc donner vos avis là-dessus, parce que je suis sûre que la littérature n'est pas là pour vous soutenir tout à fait, mais beaucoup de parents apprécieraient sans doute vos opinions experts. Et maintenant, je me tourne à Dr. Porton. C'est une question très difficile. Oui, donc je vais être bref. Il n'y a pas de preuves pour nous guider pour quelque âge que ce soit concernant les prochains vaccins en ce qui concerne les vaccins mRNA. On sait que les vaccins périodiques ne sont pas toujours la réponse, mais quelle serait la réponse optionnelle? On ne sait pas. C'est de la spéculation qui règne. Si on regarde la petite proportion d'enfants qui sont à risque prononcé de résultats sévères, les parents devraient considérer que leur vaccin soit plus nécessaire parce qu'ils sont à risque, donc à cause de leur comorbidité. Chez les enfants qui n'ont pas d'autres états de santé inquiétants et qui sont en santé, ils auront besoin peut-être d'un vaccin en ce moment. Avec la pandémie à travers le monde où il y a de l'infection qui court et aussi dans le monde adulte, on sait qu'il y a donc des résultats qui peuvent être aigus s'il y a des personnes âgées concernées. La question courte à la réponse, c'est que oui, on devrait considérer des vaccins prochainement chez les enfants qui ont les comorbidités. Et on en saura plus à l'avenir. Ce n'est pas pour dire que les vaccins ne soient pas importants pour les infections de SRAS-2 à l'avenir. Je vois qu'il y a un consensus dans votre réponse. Alors, sur ce, j'aimerais remercier tous les panélistes de cette discussion formidable, très éclairante. J'aimerais vous féliciter tous personnellement, féliciter vos équipes aussi d'avoir réalisé des recherches de premier plan qui sont essentielles pour comprendre cette population. Merci beaucoup de votre travail et de votre présence aujourd'hui. Avant de conclure, j'ai quelques annonces à faire. J'aimerais remercier l'auditoire. J'aimerais vous remercier. Question excellente que vous avez posée. Il y aura un résumé de ce séminaire qui sera disponible comme d'habitude sur le site web du GTIC. De plus, nous allons afficher un enregistrement du séminaire
dans les prochains jours. La présentation se trouve déjà sur le site Web sous format PDF. Si vous souhaitez la consulter ou la partager, si vous recevez le bulletin hebdomadaire du GTIC, vous serez au fait du moment où tout cela sera accessible. Si vous ne recevez pas encore notre bulletin, allez au site Web de GTIC, à la page d'accueil, et veuillez vous abonner. C'est en bas de la page. Sur ce, merci. Alors, on a fait 17 séminaires au cours des 2 dernières années. Malheureusement, c'était le dernier séminaire aujourd'hui. Et j'aimerais dire à l'équipe quel beau travail, quelle équipe formidable. Et merci à toutes les personnes qui s'occupaient de la logistique. Tout s'est fait de façon transparente. Merci aux milliers de personnes qui ont participé aussi. J'espère que vous avez appris quelque chose dans le cadre de ces séminaires. Et prenez bien soin de vous. Et nous avons hâte de reprendre contact. Merci beaucoup. Oui, prenez bien soin de vous.